incommode. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Oui. Je peux expliquer le logiciel libre en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire toutes les choses que Sarkozy déteste. Liberté, parce que en utilisant le logiciel libre, l'utilisateur fait son informatique en liberté. Égalité, parce qu'avec le logiciel libre, personne n'a de pouvoir sur personne. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Donc, le logiciel libre, c'est le logiciel qui respecte la liberté et la communauté des utilisateurs. En anglais, quand je dis free software, je suis obligé d'expliquer qu'il s'agit d'être libre et pas d'être gratuit. La question du prix est secondaire. Donc je dis pas besoin. En français, pas besoin. Mais si un programme n'est pas libre, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la liberté, la communauté des utilisateurs, donc nous l'appelons un programme privateur qui prive de la liberté. Un programme privateur génère un système de pouvoir injuste du développeur ou du propriétaire du programme sur les utilisateurs. C'est pour ça qu'un programme privateur est injuste et ne doit pas exister. Ce système fait de la colonisation numérique. Comme n'importe quel système colonial, il pratique diviser pour dominer. Les utilisateurs d'un programme privateur sont divisés parce que parce qu'ils sont interdits de redistribuer des copies de ce programme les uns aux autres. Et ils sont impuissants parce que ils ne possèdent pas la ressource du programme, par conséquent, ils ne peuvent pas changer le programme, ni même investiguer indépendamment ce qu'il fait vraiment. Et ces programmes contiennent d'habitude des fonctionnalités malveillantes. Donc, complètement injustes. Il faut les rejeter et les éliminer. Mais, j'ai dit que le programme respecte la liberté et la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois donner une définition plus spécifique. Un programme est libre si toi, l'utilisateur, a les 4 libertés essentielles. La liberté 0 est celle d'exécuter le programme comme tu veux. La liberté 1 est celle d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ton informatique comme tu veux. La liberté 2 est celle d'aider les autres, c'est-à-dire de faire et redistribuer des copies exactes du programme. Et la liberté 3 est celle de contribuer à ta communauté, c'est-à-dire la liberté de faire et distribuer des copies de tes versions modifiées du programme, quand tu veux. Et donc, ces 4 libertés s'appliquent à toutes les activités de la vie, y compris les activités commerciales. Mais aucune n'est une obligation. Vous devez avoir la liberté de faire ces 4 choses, mais aucune d'elles
n'est obligatoire. Vous pouvez, avec la liberté, tu peux les faire quand tu veux. Mais tu as aussi l'option de ne pas les faire. Par exemple, avec la liberté 0, tu as la liberté d'exécuter le programme comme tu veux. Mais ce n'est pas obligatoire. Si tu es masochiste, tu peux l'exécuter comme tu ne veux pas. Tu as aussi l'option de ne pas l'exécuter. Avec la liberté numéro 1, tu peux étudier et changer le code source, mais tu as aussi l'option de le lire et décider de ne pas le changer. Et tu as l'option de ne pas le lire. Tu peux exécuter le programme sans regarder le code source. Et donc, tu as l'option par la liberté numéro 2, de distribuer des copies exactes du programme, mais ce n'est jamais obligatoire. Tu n'as pas l'obligation de donner à chacun sa copie. Et avec la liberté 3, si tu as fait une version modifiée, tu as l'option de l'utiliser dans ta vie privée sans distribuer des copies de cette version modifiée. Donc, si le programme porte ces 4 libertés, il est libre parce que le système social de sa distribution et de son utilisation est un système éthique qui respecte les valeurs éthiques, la liberté et la communauté. Mais si une de ces libertés manque, le programme est privateur parce qu'il impose un système social injuste à ses utilisateurs. La distinction entre les programmes libres et les programmes privateurs n'est pas donc une distinction technique. Il ne s'agit pas de quelle fonctionnalité possède ce programme. Bien que les fonctionnalités malveillantes d'habitude se trouvent uniquement dans les programmes privateurs, leur présence ou absence ne définit pas la liberté, le logiciel libre. Et il ne s'agit pas de comment fonctionne le code, et il ne s'agit non plus de comment le code a été écrit. Le modèle de développement du code. Non, il faut maintenir ouverte cette porte pour la circulation de l'air. Nous avons... Non. Il faut rester ouvert. Il doit rester ouvert parce que l'air doit pouvoir entrer. Je ne peux pas avoir horriblement chaud. Dans beaucoup d'événements de logiciels libres, j'ai horriblement chaud. Et je dirai plus tard pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Tu vas voir. De toute manière, donc il ne s'agit pas d'un modèle de développement du code. C'est un détail technique secondaire. Cette distinction est une distinction éthique, sociale et politique, et donc beaucoup plus importante que n'importe quelle distinction seulement technique. L'utilisation dans la société d'un programme libre et du développement en termes sociaux, donc c'est bon, parce que le programme libre est de la connaissance disponible à ses utilisateurs qui peuvent le comprendre et
l'étendre aux autres utilisations. Mais l'utilisation dans la société d'un programme privateur n'est pas de développement parce qu'il est de la dépendance à quelqu'un. Donc, c'est un problème social. Il faut essayer d'éliminer l'utilisation d'un programme privateur. Écrire un programme libre est une contribution à la société. Combien? Ça dépend des détails. Mais écrire un programme privateur n'est pas une contribution. C'est une attaque. C'est un essai de s'imposer aux utilisateurs, de comment dit-on, s'en emparer du pouvoir sur les utilisateurs. Il ne faut pas. En termes sociaux, ce programme privateur fonctionne comme un piège. Si le programme a des fonctionnalités attractives, elles font la part du piège. Ces fonctionnalités ont le but d'attirer des gens à utiliser le programme et rendre leur liberté. Donc, elles ne rendent pas meilleur ce programme, mais plutôt plus dangereux comme piège. Donc, si tu as l'option d'écrire un programme privateur ou ne rien faire, il est meilleur de ne rien faire, parce que comme ça, tu ne fais pas mal à la société. Le but, donc, du mouvement logiciel libre est que tous les programmes soient libres pour que tous les utilisateurs soient libres. Mais pourquoi sont ces 4 libertés les essentielles? Pourquoi définir le logiciel libre comme ci? Chaque liberté a sa raison. La liberté d'aider les autres, de redistribuer des copies exactes du programme quand tu veux, est essentielle pour des raisons fondamentales éthiques. Pour pouvoir vivre une vie éthique de bons membres de ta communauté. Si tu utilises un programme sans la liberté tu es en danger de tomber à n'importe quel moment dans un dilemme moral quand ton bon ami te demande une copie de ce programme. Qu'est-ce que tu feras? Tu devras choisir entre 2 mots. Un mal, c'est de lui donner une copie et rompre la licence du programme. L'autre mal est de lui nier une copie et suivre la licence du programme. Étant dans le dilemme, tu devrais choisir le moindre mal, ce qui est de lui donner une copie et rompre la licence du programme. Mais pourquoi est-ce que celui-ci est le moindre mal? Parce que si tu ne peux pas éviter de faire mal à l'un ou l'autre, il est moins mauvais de faire mal à quelqu'un qui le mérite parce qu'il a agi mal. Nous pouvons supposer que ton bon ami est un bon membre de ta communauté et normalement mérite ta coopération. Mais le développeur de ce programme privateur aura attaqué délibérément la solidarité sociale de ta communauté. C'est agir très mal. Donc, si tu dois choisir de faire mal à l'un ou l'autre, fais-le au développeur. Mais être le moindre mal ne veut pas dire qu'il soit bon. Il n'est jamais bon de faire un accord et le rompre. Pas même dans les cas comme celui-ci où l'accord est injuste en soi et le suivre est pire que le rompre. Néanmoins, le rompre n'arrive pas à être bon. Et si tu lui donnes une copie, qu'est-ce qu'il aura?
il y aura une copie pas autorisée d'un programme privateur. C'est quelque chose assez mauvais, assez vil, presque aussi vil qu'une copie autorisée du même programme. Donc, quand tu as compris bien ce sujet, qu'est-ce que tu dois vraiment faire? Tu dois éviter le dilemme. Mais comment? Je connais deux manières. L'une est de ne pas avoir d'amis. C'est la manière proposée implicitement par les développeurs du privateur. Mais l'autre manière, ma manière, est de rejeter les programmes sans liberté de ne pas les avoir. Et comme ça, tu ne peux pas tomber dans le dilemme. Si quelqu'un m'offre une copie d'un programme sous la condition de ne pas le partager avec vous, je lui dis que ma conscience ne me permet pas d'accepter les conditions qu'il impose et par conséquent, je n'utiliserai pas ce programme. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que tu dois faire. Refuser l'utilisation de ce programme parce que l'utilisation de ce programme t'entraînerait dans la trahison de ta communauté. Il faut rejeter aussi les expressions de propagande que les développeurs de privateurs emploient pour démoniser le partage. Des expressions comme pirate. Quand ils appellent pirates, les gens qui partagent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'aider les autres est l'équivalent moral d'attaquer les navires. Mais, évidemment, en termes éthiques, rien ne peut être plus faux que ça, parce que attaquer les navires est très très mauvais, mais aider les autres est bon, partager est bon. Donc, nous ne devons pas appliquer le même mot à tous les deux. C'est ça le mensonge dans ce mot. Donc, quand les gens me demandent mon opinion sur le piratage, je réponds attaquer les navires est vil. Et quand ils demandent mon opinion sur la piraterie musicale, je dis que j'ai vu une fois les pirates de Penzance, ce qui est la seule piraterie musicale que je connais. Et que les vrais pirates, quand ils attaquent, ne le font pas en jouant très fort et très mal les instruments de musique, mais plutôt avec des armes. Mais vous comprenez, je cherche une manière de refuser. Une manière rigolo de rejeter la signification de propagande de leur mot. Très clairement. Parce que c'est le but de rejeter clairement leur idée de propagande. Donc c'est la raison pour la liberté numéro 2. La liberté d'aider les autres en redistribuant des copies exactes du programme quand tu veux. La liberté 0 d'exécuter le programme comme tu veux est essentielle pour avoir le contrôle de ton informatique. Tu mérites d'avoir le contrôle de ton informatique. Doter ce contrôle est injuste. Mais beaucoup de programmes privateurs ne permettent pas même l'utilisation libre des copies autorisées. Ah, pour faire du thé? Ouais. C'est du thé? Oui, c'est du thé. Est-ce que c'est déjà du thé? Oui, c'est déjà. Ah, merci.
Par exemple, il y a un programme privateur pour la gestion des sites web dont la licence interdit son utilisation pour publier n'importe quelle chose qui critique le développeur. C'est un programme assez utilisé. En ce cas, le logiciel privateur prive même de la liberté de l'expression. Évidemment, si tu ne peux pas utiliser librement ta copie, tu n'as pas le contrôle de ton informatique, donc la liberté zéro est essentielle. Mais il ne suffit pas, parce que c'est la liberté de faire ou ne pas faire ce que le code est déjà capable de faire. Donc, le développeur impose toujours ses décisions, non plus par la licence si tu as la liberté zéro, mais toujours par le code source même du programme. Pour avoir le contrôle de ton informatique, tu as besoin donc de la liberté 1, c'est la liberté d'étudier le code source et de le changer pour que le programme fasse ton informatique comme tu veux. Ainsi, tu décides et pas lui. Mais si tu n'as pas la liberté 1, tu peux même pas savoir ce que ce programme fait vraiment. Et beaucoup de programmes privateurs contiennent des fonctionnalités malveillantes, conçues pas pour servir l'utilisateur, mais plutôt pour l'abuser. Par exemple, il y a des fonctionnalités de surveillance de l'utilisateur. Il y a des fonctionnalités de restreindre l'utilisateur dans son utilisation des données dans sa propre machine à lui. Et il y a des portes dérobées, capables d'abuser l'utilisateur sur commande à distance. Et la présence des fonctionnalités malveillantes n'est pas un cas très rare. Dans la vie, il y a beaucoup de risques qui sont assez rares. Et il faut ne pas toujours être en peur de ces risques. Mais être la victime de ces fonctionnalités malveillantes n'est pas un cas rare. C'est le cas usuel chez les logiciels privateurs. Par exemple, un paquet privateur qui contient tous les trois types de fonctionnalités malveillantes que tu connais peut-être de nom, s'appelle Microsoft Windows. Il y a des fonctionnalités de surveillance documentées, connues dans Windows. Il y a aussi des fonctionnalités de restreindre ce que l'utilisateur fait avec les données dans sa machine, qui s'appellent aussi les menottes numériques ou la gestion numérique des restrictions, en anglais Digital Restrictions Management ou DRM. Et des portes dérobées sont connues aussi. Une des portes dérobées est capable d'installer à distance des changements de logiciel. Microsoft a le pouvoir d'imposer des changements de logiciel dans Windows quand il veut, sans demander l'autorisation du propriétaire théorique de l'ordinateur. Je dis théorique parce que quand Microsoft a obtenu l'exécution de Windows dans cette machine, Microsoft s'en a emparé de cette machine. Donc, Windows est malware, mais je peux dire quelque chose de plus fort. Windows est malware universel. N'importe quelle fonctionnalité malveillante qui n'est pas présente actuellement dans Windows pourrait être imposée à distance demain. Windows est malware, mais il n'est pas unique. Le système du Macintosh est aussi malware parce qu'il contient des menottes numériques.
les produits plus récents d'Apple sont encore pires. Parce que sous l'empire des grandes entreprises, les choses vont de pire en pire. Par exemple, dans l'iPhone, on a découvert il y a quelques mois une fonctionnalité de surveillance, et pour ça, ils ont commencé de l'appeler le Spyphone. Les menottes numériques du iPhone vont plus loin que les autres parce que Apple a pris le contrôle même sur l'installation des applications. La machine refuse d'exécuter les programmes pas signés par Apple. Et c'est pour ça que le produit est en prison. Les gens disent jailbreak pour éliminer ces menottes numériques. Parce que ce produit est en prison. Et aussi, il y a une porte dérobée pour supprimer les applications déjà installées. Donc, les produits d'Apple sont aussi malware. Flash Player est malware parce qu'il a une fonctionnalité pour la surveillance et aussi des menottes numériques. Flash Player est gratuit, mais pas libre. Beaucoup d'utilisateurs bêtes ont installé Flash Player pour être gratuit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Adobe n'exige pas que l'utilisateur paye pour être abusé. Il y a aussi le PlayStation 3 qui avait un niveau de logiciel en bas pour imposer, du logiciel privateur pour imposer des menottes numériques. Et au plus haut niveau, on pouvait installer un système libre comme GNU et Linux. Mais l'idée était que le bas niveau maintiendrait toujours les menottes numériques. Mais quelqu'un a découvert la manière d'enlever les menottes à travers de GNU et Linux. Donc, Sony a exigé que chaque utilisateur choisisse de perdre une fonctionnalité ou l'autre. L'une de pouvoir exécuter GNU et Linux et l'autre d'avoir accès au service de réseau pour le PlayStation 3. Donc, c'est une attaque aux utilisateurs. Ça doit être illégal. Mais, Sony l'a fait. Plus tard, quelques-uns ont découvert la manière de rompre à jamais les menottes numériques de cette machine. Et Sony a envoyé la police contre eux. C'est pour ça que nous promouvons un boycott complet de Sony pour ces attaques. Il faut ne pas acheter aucun produit de Sony. Il faut dire, je pourrais acheter un Vaio quand Sony termine sa violence. Il y a aussi le Kindle d'Amazon. Le Kindle se dit un lecteur de livres numériques, mais en fait c'est un produit visé à éliminer les libertés traditionnelles de l'utilisateur. Par exemple, il y a la liberté d'acquérir un livre à l'anonymat payant en liquide. C'est la seule manière pour moi d'acheter les livres, uniquement en liquide sans m'identifier.
parce que je ne veux pas que Big Brother possède la liste des livres que j'ai lus. Mais c'est impossible avec le Kindle, parce que la plupart des livres récents et connus sont disponibles uniquement chez Amazon et uniquement en s'identifiant. Mais il y a aussi, et donc Amazon gère une grande liste de tous les livres que chaque utilisateur a lus. Et l'existence de cette liste n'importe où est un danger aux droits humains. Donc la liste ne doit pas être tolérée nulle part. Aussi, il y a la liberté de donner, prêter ou vendre le livre à quelqu'un d'autre. Amazon élimine cette liberté par les notes numériques du Kindle et aussi par ces contrats qui sont ces contrats du mépris à la propriété privée. Parce que les contrats disent que l'utilisateur ne peut pas être le propriétaire d'une copie. Il ne peut que avoir une licence pour lire une copie sous les conditions imposées par Amazon. Et aussi, il y a la liberté de garder le livre tant que tu veux. Et de lire n'importe combien de fois. Et un jour, le laisser à tes héritiers. Pour éliminer cette liberté, Amazon a mis une porte dérobée dans le Kindle qui est capable de supprimer à distance les livres. Nous le savons par l'observation. À l'année 2009, Amazon a supprimé des milliers d'exemplaires de livres qui étaient des copies autorisées à acquiert directement chez Amazon. Et comme ça, Amazon savait où elles étaient. Il savait où envoyer les commandes pour les supprimer. Et le livre avec lequel Amazon a démontré la nature orwellienne de son produit a été 1984 de George Orwell. Suite aux critiques, Amazon a promis de ne jamais plus le faire, sauf sous ordre de l'État. Pas très réconfortant. Kindle veut dire incendier. Évidemment, un produit pour incendier nos livres. Mais pas les miens, parce que je n'utiliserai jamais. Je refuserai tout livre numérique qui ne respecte pas les mêmes libertés que nous avons avec les livres en papier. De toute manière, j'ai mentionné beaucoup d'exemples de programmes privateurs qui sont malware, qui ont des fonctionnalités malveillantes connues. Mais il y a beaucoup de cas où nous ne savons rien. Beaucoup de programmes privateurs qui pourraient contenir des fonctionnalités malveillantes ou pas. Et nous n'avons pas la manière de savoir. Donc, nous devons considérer chaque programme sans liberté 1 comme potentiel malware qui nous empêche de savoir si le programme est malware. La même entreprise qui aurait pu introduire des fonctionnalités malveillantes. Donc, aucune base pour y faire confiance.
Donc, n'importe quel programme sans liberté numéro 1 est potentiellement malware. Quelques-uns contiennent des fonctionnalités malveillantes, quelques-uns non. Mais n'importe quel peut avoir des fonctionnalités malveillantes. Mais tous les programmes privateurs sans liberté 1 ont des développeurs humains qui font des erreurs. Donc, le code de ces programmes contient des erreurs et l'utilisateur d'un programme sans liberté 1 est également impuissant face à une erreur accidentelle que face à une fonctionnalité délibérée malveillante. Si tu utilises un programme sans liberté 1, tu es prisonnier de ce programme. Nous, les développeurs de logiciels libres, sommes humains aussi. Nous faisons des erreurs et le code de nos programmes libres a aussi des erreurs. Mais si tu trouves une erreur dans notre code libre ou n'importe quelle chose que tu n'aimes pas, tu es libre de le changer parce que nous ne t'avons pas fait notre prisonnier. Nous ne pouvons pas être parfaits. Nous pouvons respecter ta liberté. Et la liberté 1 est donc essentielle. Mais il ne suffit pas, parce que c'est la liberté d'étudier et changer le code personnellement ou au sein d'une seule organisation. Ce ne suffit pas parce qu'il y a des millions d'utilisateurs qui ne savent pas programmer, ils ne sont pas capables d'étudier ni de changer le code source de ce programme. Mais même pour nous, les programmeurs, ce ne suffit pas parce que nous sommes occupés dans d'autres travails et personne n'a le temps, aucun utilisateur n'a le temps d'étudier le code source de tous les programmes qu'il utilise, ni d'écrire tous les changements qu'il désire. C'est trop de travail pour une seule personne. Donc la seule manière d'avoir le contrôle complètement de notre informatique est de le faire ensemble, en collaboration. Pour ça, nous aurons besoin de la liberté 3, de contribuer à ta communauté, c'est-à-dire de diffuser des copies de tes versions modifiées quand tu veux. Avec cette liberté, si quelques utilisateurs font une version modifiée d'un programme libre, ils peuvent le publier. Et comme ça, tout le monde peut utiliser cette version s'il veut. Même les utilisateurs qui ne savent pas programmer peuvent utiliser cette version s'ils veulent. Et comme ça, il suffit d'écrire l'amélioration une fois pour tout le monde. Sans la liberté 3, chaque utilisateur serait libre d'écrire le même changement. Mais quel gaspillage d'écrire des millions de fois le même changement. Et les utilisateurs qui ne savent pas programmer ne sauraient pas l'écrire et seraient exclus. Ce n'est pas bon. Donc, la liberté 3 est essentielle. Et tout utilisateur reçoit les bienfaits des 4 libertés. N'importe quel utilisateur est capable d'exercer les libertés 0 et 2, d'exécuter le programme comme tu veux et de redistribuer des copies exactes, parce que ces libertés, ces activités n'exigent pas la programmation. Mais les libertés 1 et 3, d'étudier et changer le code source, et puis optionnellement de diffuser des copies de cette version modifiée, exigent la programmation. Donc, il y a des utilisateurs qui ne savent pas le faire. Mais quand les autres, les programmeurs, exercent ces libertés, et quand ils publient leur version modifiée, n'importe quel utilisateur peut les utiliser ou pas, comme il veut. Et comme ça, il reçoit les bienfaits de vivre dans une société où nous avons ces libertés. Et les 4 libertés ensemble nous donnent de la démocratie. Un programme
libre développe sous le contrôle de ses utilisateurs. Chaque utilisateur est libre de participer comme il veut dans la décision sociale sur le futur de ce programme, qui n'est que la somme de toutes les décisions des utilisateurs de que faire avec. Par contraste, un programme privateur se développe sous le contrôle unique, sous le pouvoir unique de son propriétaire, qui peut imposer des changements malveillants, des fonctionnalités malveillantes. C'est pour lui un instrument de pouvoir injuste, un joug. Donc, la société a un choix à faire. D'un côté, il y a la liberté individuelle, la solidarité sociale et la démocratie. De l'autre côté, la dictature du développeur ou du propriétaire sur les utilisateurs. Enfin, chez le logiciel, il n'y a que deux possibilités. Ou les utilisateurs ont le contrôle du programme, ou le programme a le contrôle des utilisateurs. Le premier cas, c'est le logiciel libre. Le deuxième cas, c'est le logiciel privateur. La société doit choisir la liberté, choisir le logiciel libre et éliminer le logiciel privateur. Et donc, comment dit-on? Le but, le grand but du mouvement logiciel libre est la libération du cyberespace et de tous ses habitants. J'ai lancé le mouvement de logiciel libre à l'année 83 parce que je voulais qu'il soit possible d'utiliser un ordinateur en liberté, ce qui était impossible. L'ordinateur ne sait pas fonctionner sans système d'exploitation et tous les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs modernes de l'époque étaient déjà privateurs. Si tu achetais un ordinateur nouveau, la seconde étape pour le rendre utile était d'avoir installé un système d'exploitation forcément privateur et ainsi perdre ta liberté. Qu'est-ce que je pouvais faire pour le changer? J'étais une seule personne sans pas très célèbre, sans beaucoup d'argent. Très peu étaient d'accord avec moi. Je ne voyais pas beaucoup de probabilité de réussir par un mouvement classique politique se manifestant dans les rues, etc. Et je ne savais pas le faire parce que je n'étais pas organisateur politique. J'étais développeur des systèmes d'exploitation. Mais en tant que développeur des systèmes d'exploitation, je voyais autre chemin pour arriver au même point. Il suffirait d'écrire un système d'exploitation nouveau, puis, en tant que son auteur, je pourrais le rendre libre légalement, et puis tout le monde pourrait utiliser son ordinateur, ses ordinateurs en liberté avec mon système. Donc je pourrais faire ce changement social par un travail technique de mon propre champ. Et je voyais que sans un système d'exploitation libre, aucun utilisateur
ne serait jamais libre. Donc, j'ai décidé d'écrire un système d'exploitation libre. J'ai décidé de recruter des autres à participer pour l'achever plus tôt. J'ai décidé de suivre la conception de base d'Unix. Unix était un système d'exploitation avec des avantages techniques, mais privateurs. Mais un des avantages était d'être portable, capable de s'adapter à d'autres modèles d'ordinateurs. Je voulais écrire aussi un système portable, donc j'ai décidé de suivre la conception d'Unix. Et puis, aussi de faire mon système compatible avec Unix, c'est-à-dire avec les mêmes commandes, pour que les utilisateurs d'Unix puissent l'utiliser sans besoin d'apprendre des nouveaux commandes. Et puis, je lui ai donné comme nom une blague. Le système s'appelle GNU, qui s'appelle GNU. Et c'est un acronyme récursif qui veut dire GNU's not Unix, ou en français, GNU n'est pas Unix. Mais, et bien sûr, les programmeurs aiment bien les jeux de mots récursifs, mais pour être un jeu de mots, il faut une autre signification. GNU est le nom de cet animal qui habite en Afrique. Voici un adorable qui a besoin d'une famille. Oui, donc, le système s'appelle GNU, mais c'est meilleur que ça, parce que le mot GNU est le mot le plus chargé d'humour du langue anglaise, parce que selon le dictionnaire, le G est muet et le mot se prononce new, c'est-à-dire nouveau. Donc chaque fois que tu veux écrire le mot new, c'est-à-dire nouveau, tu peux l'écrire GNU, et c'est un jeu de mots. Peut-être pas très bon, mais il y en a beaucoup. Donc, donner l'opportunité d'utiliser ce mot comme nom de projet de programmation pour des motivations spécifiques, je ne pouvais pas résister. Et donc, le système s'appelle GNU. Et il faut le prononcer comme GNU, pas comme new. Parce que si tu dis, surtout en anglais, the new system, tu peux confondre les gens. Parce que ce système n'est plus nouveau. Nous avons travaillé plus de 27 ans dans le développement de ce système et nous l'utilisons depuis il y a 19 ans. Il n'est plus nouveau. Il n'est plus the new system. Donc il faut l'appeler the GNU system. Le système d'exploitation GNU. Il y a une autre erreur de prononciation qu'il faut éviter, qui est de le prononcer comme Linux. Cette erreur est sûrement commune. La majorité même des utilisateurs de ce système l'appellent erronément Linux. Comment? C'était une erreur qui a commencé à l'année 92. À l'année 90, nous avons ou trouvé ou écrit toutes les centaines de composants nécessaires pour un système libre compatible avec Unix. Sauf un composant essentiel, le noyau. Le noyau
est le composant qui fournit les ressources de la machine aux autres programmes qui exécutent. Et à l'année 90, la Free Software Foundation a engagé un programmeur pour écrire notre noyau. Mais le développement de ce noyau a duré beaucoup d'années parce que pas seulement parce que j'avais choisi une conception avancée, élégante, qui a apporté un peu l'aspect d'un projet de recherche. De toute manière, il a duré longtemps. Mais à l'année 92, Monsieur Torvalds, qui avait un noyau privateur qui s'appelait Linux, a décidé de le libérer sous la licence publique générale de GNU, qui était une parmi les licences de logiciels libres. Il y en a beaucoup de licences de logiciels libres, des dizaines en utilisation. Je crois que la licence publique générale de GNU est la meilleure, et pas seulement parce que je l'ai écrit moi. Non, c'est l'inverse. Je l'ai écrit de la manière que je trouve la meilleure. Parce que c'est une licence de gauche d'auteur. En anglais, copyleft. En français, gauche d'auteur. C'est le même jeu de mots. Il faut le traduire. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, le gauche d'auteur? C'est-à-dire que il y a deux manières de donner aux utilisateurs les libertés 2 et 3, de distribuer des copies. On peut dire, tu peux distribuer des copies comme tu veux, ou on peut dire, tu peux distribuer des copies, mais seulement en respectant les libertés des autres. Le dernier, c'est le gauche d'auteur. Une licence de gauche d'auteur, bien sûr, autorise les libertés 2 et 3. Une licence est libre si elle autorise les 4 libertés essentielles. C'est comme ça que les utilisateurs possèdent ces libertés. Parce que, par défaut, la loi du droit d'auteur ôte ces libertés à tout le monde. Il faut donc, pour rendre libre une œuvre, il faut une licence. Une œuvre sans licence n'est pas libre, parce qu'il n'y a rien pour autoriser les 4 libertés. C'est pour ça qu'une œuvre libre doit porter une licence. Mais la licence doit être libre, pas comme les licences de Windows et de Macintosh. Et donc, la licence doit autoriser explicitement tous les 4 libertés. Mais, avec le gauche d'auteur, la licence dit, tu peux redistribuer des copies exactes, tu peux distribuer des copies de tes versions modifiées, mais seulement de la bonne manière, c'est-à-dire seulement en respectant la liberté de celui qui reçoit la copie. Tu dois respecter sa liberté comme nous avons respecté ta liberté. Tu dois, c'est-à-dire maintenir les libertés et les transmettre avec le code. Même pour les versions modifiées, étendues, n'importe quel changement, tu dois maintenir la liberté. Mais il y a aussi les licences libres sans gauche d'auteur qui autorisent même la distribution de copies privatrices. Je trouve que c'est une erreur d'autoriser la distribution des copies privatrices, sauf dans quelques cas inusuels où il y a une
raison stratégique qu'il faut le faire. Mais dans la plupart des cas, c'est une erreur. De toute manière, quand M. Torvalds a libéré le code de Linux sous la GPL de GNU, Linux est devenu libre. Et la combinaison du système presque complet GNU et le noyau Linux était un système complet et libre. Pour la première fois, il était possible d'acheter un PC et l'utiliser en liberté. Donc la libération de Linux a été une contribution importante à la communauté. Mais en même temps, ceux qui ont combiné ce noyau Linux avec les composants grands et petits du système GNU mettaient l'emphase tant sur ce seul composant qu'ils percevaient tout le reste comme une petite addition au noyau. Et il parlait du système de la combinaison comme le système Linux, ce qui n'était pas juste envers nous, parce que nous sommes les développeurs principaux de ce système. Donc, prière de ne pas suivre leur erreur, prière de l'appeler GNU et Linux, prière de nous donner reconnaissance égale. Mais, dans la vie, la question éthique de la reconnaissance n'est pas la question éthique la plus importante. Il y a quelque chose de plus important dans l'enjeu de ton choix du nom de ce système. Ta liberté est dans l'enjeu parce que les mots que tu utilises déterminent les idées que tu transmets aux autres. Et depuis il y a 27 ans, le nom GNU s'associe avec nos idées de liberté et communauté, avec les droits de l'homme. Et le nom Linux, non, parce que il s'associe avec les idées de M. Torvalds, qui sont complètement différentes. Il rejette l'idée que tu mérites la liberté en utilisation dans ton informatique. Il rejette l'idée qu'il mérite la liberté, soi-même dans son informatique. Il dit que les valeurs applicables sont la commodité, l'efficacité, la fiabilité, c'est-à-dire un lieu de liberté, égalité, fraternité. Il pense que les valeurs sont rentabilité, efficacité, fiabilité. Un mauvais changement, je crois. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il a le droit à ses opinions. Mais le problème, c'est que presque tous les utilisateurs pensent que le système soit Linux et que le système est de sa création et vient de sa vision de la vie. Et donc, les utilisateurs ont la tendance d'adopter sa vision de la vie, de la suivre et de ne pas considérer les nôtres. Et comme ça, notre grand travail que nous avons fait pour les droits de l'homme ne fonctionne pas comme plateforme pour transmettre nos idées. Et cette erreur affaiblit donc le mouvement de logiciel libre. Pour que notre campagne pour les droits de l'homme réussisse, il faut informer les utilisateurs que ce système est GNU et que nous l'avons écrit pour les droits de l'homme. Et la manière plus facile de le faire
est d'appeler le système GNU et Linux. Toujours. Sans exception. Et comme ça, tes interlocuteurs sauront que le système est GNU avec Linux. Et comme ça, ils feront attention à ce que nous disons de pourquoi nous avons écrit le système qu'ils utilisent. Et comme ça, les questions éthiques seront plus présentes, plus visibles dans la discussion autour du système. Parce qu'il y a une grande tendance de l'oublier. Et ce n'est pas par hasard. Il y en a qui veulent oublier les questions éthiques, qui se sont gênés par la présence de considérations éthiques dans l'informatique. On peut voir les acteurs de cette tendance par son utilisation d'une autre expression. En lieu de logiciel libre, ils disent open source. L'expression open source a été inventée à l'année 98, c'est-à-dire plus ou moins 14 ans plus tard que le mouvement logiciel libre, parce qu'il voulait laisser oublier les questions éthiques que nous posons. Cette expression n'avait pas été utilisée avant. Donc, ils avaient l'opportunité de choisir avec quelles idées l'associer et quelles idées omettre. Ils ont décidé d'omettre complètement le niveau éthique du sujet. Et donc, ils ne parlent pas de liberté. Ils ne disent pas qu'un programme qui ne soit pas de open source est injuste. Ils ne posent pas la question en termes de justice ou injustice. Ils ne veulent pas faire une critique au niveau éthique du logiciel privateur. Mais ils étaient la majorité. Et aussi, ils ont l'appui de la plupart des entreprises. Et les entreprises ont de l'argent, et les politiciens et les journalistes, pour la plupart, ont suivi l'argent. Et c'est comme ça que souvent, dans le discours mondial sur la question, les gens disent open source et pas libre. Et ils ne mentionnent pas les questions importantes. Que faire? C'est à nous de diffuser les idées de logiciel libre. Et je refuse de m'associer avec les projets qui disent open source. Je ne dis pas que ces projets sont mauvais, parce que presque toujours le logiciel qu'ils développent est libre. Leur logiciel est donc bon, éthique. Mais il y a beaucoup de choses que je pourrais faire dans ma vie. Donc je choisis de dédier mon temps aux projets qui portent le drapeau de liberté. Mais quand un projet développe un programme libre, mais ne pense pas en termes de liberté, il y a toujours le risque qu'il fasse quelque chose de mauvais. Par exemple, il y a plusieurs années, Sun a acheté un programme privateur, Star Office. Il l'a libéré, mais sans dire libre. Sun a publié le code sous une licence libre, mais
Sun a utilisé le nom Open Office. Il a parlé en termes de open source. Mais le code était bon parce qu'il était libre. Il était éthique. Le comportement de Sun était éthique, bien que je ne suis pas d'accord avec les idées que Sun promouvait. Mais ce programme a une liste d'extensions. Et étant vu que pour eux, la liberté n'était pas la question, n'était pas le but, les développeurs ont décidé de mettre dans la liste d'extensions des extensions privatrices. Il y a 2 ans, je crois, l'FSF a commencé le développement d'une autre liste d'extensions pour remplacement, pour que les distributions complètement libres puissent éviter de proposer l'utilisation de ces extensions privatrices. Donc, nous utilisons une version un tout petit peu modifiée, seulement pour avoir autre site d'extension, en lieu de leur site d'extension. Mais, plus tard, il y avait une fourche de ce programme des développeurs qui appelaient leur version LibreOffice. Parce que pour eux, la liberté était le but, et ils ont décidé de reprendre notre liste et de l'utiliser comme leur liste d'extension. Plus tard, Oracle a acheté Sun et a terminé de développer le programme, a éliminé l'équipe de développement d'OpenOffice et a donné le code pas aux développeurs de LibreOffice, mais à la fondation Apache. Parce qu'ils savaient que la fondation Apache publierait le même code sous une licence complètement sans gauche d'auteur. Et je crois que c'était une combinaison d'Oracle avec peut-être IBM qui voulait avoir l'accès à ce code sans devoir respecter la liberté des autres. Donc, c'était mauvais. La version d'Apache, de la fondation Apache sera libre, mais la version d'IBM ne le sera pas. Donc la combinaison de toutes ces entités est un chemin pour faire une autre version pas libre. C'est dommage. Mais LibreOffice va bien et continue de se développer. Maintenant, tu peux voir comment un programme open source presque toujours est libre, mais suivre les idées d'open source est faible et risqueux pour la liberté. Et nous avons perdu la liberté à plusieurs reprises dans notre communauté même. Par exemple, à l'année 92, avec la combinaison de Linux avec le système presque complet que nous avions pour la première fois un système complet libre. Mais très difficile à installer au commencement. Il fallait être très expert. Puis quelques-uns ont commencé à développer des distributions GNU et Linux pour faciliter l'installation. Plusieurs années plus tard, il y avait plusieurs distributions en concurrence. Dans une communauté où la majorité n'appréciait pas la liberté et n'exigeait pas que leur liberté soit respectée. Donc,
les développeurs d'une distribution avaient l'idée d'introduire des programmes privateurs et de les présenter comme des avantages. Ils le faisaient, ils gagnaient ainsi plus de succès et comme ça, les développeurs des autres distributions se sont dit, ils gagnent sur nous, nous devons éliminer leur avantage en introduisant en notre distribution aussi des programmes privateurs pour faire les mêmes choses. À travers de plusieurs années, toutes les distributions ont introduit des programmes privateurs et il y avait des dizaines de distributions, mais aucune distribution complètement libre. Quand les gens me demandaient où puis-je trouver une copie de ce système, je devais répondre je ne connais aucun lieu à proposer parce que il y a des dizaines de distributions, mais ni une seule complètement de logiciel libre. Et je ne peux pas proposer l'installation de logiciels privateurs. Quel dommage, nous étions arrivés à la liberté et nous l'avions perdue pour faute de l'apprécier. Je suis content de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, il y a des distributions de Linux complètement de logiciels libres. Il y a par exemple Ututo. Il y a BLAG, qui veut dire BLAG, Linux and GNU. Un autre acronyme récursif. Il y a aussi GNUsense. Parce que c'est autre blague, parce que mon titre comme chef du projet GNU est nuisance en chef. En anglais, GNUsense. Il y a aussi Triskel et plusieurs autres. Mais celles ne sont pas les distributions très connues et très utilisées. Ces distributions continuent de contenir des programmes privateurs. Donc nous avons commencé à récupérer la liberté perdue, mais seulement commencé. Et plus tard, nous avons perdu la liberté d'une autre manière. Aujourd'hui, le code source du noyau Linux n'est pas complètement libre et n'est pas complètement du code source. Dans des fichiers du supposé code source de Linux, je pourrais trouver des grandes listes de numéros. Et chaque liste est en vérité un programme exécutable dont le code source n'est pas disponible. Donc, pas libre. Et plusieurs de ces programmes portent des licences explicites pas libre. Qu'est-ce qui s'est passé? Torvalds n'était jamais d'accord avec nos principes de liberté et communauté, mais pour des raisons propres, il a décidé de maintenir son programme comme du logiciel libre pour quelque temps. Et plus tard, il a décidé d'ajouter des morceaux pas libres pour ses raisons propres. Ses propres raisons. Non, ces raisons ne sont pas propres, mais ce sont ses propres raisons. Quand notre liberté dépend de quelqu'un qui n'apprécie pas la liberté, qui ne valorise pas la liberté, notre liberté est précaire, parce qu'il peut changer de pratique sans changer de principe. Il lui manque déjà le principe.
Et c'est comme ça. Il s'est passé comme ça dans ce cas. Donc, nous avons besoin, pour l'utilisation des distributions complètement libres, nous avons besoin de maintenir notre propre version de Linux, le noyau, mais une version complètement libre. Et cette version s'appelle Linux libre. Même en anglais, nous disons libre. Pour distinguer cette version de la version de Torvalds. Et l'idée est de supprimer les morceaux pas libres. Donc, nous avons un script pour le faire. Pas besoin de beaucoup de travail. Quand Torvalds publie une nouvelle version, nous publions très vite une nouvelle version. Ce n'est pas une fourche. Nous modifions chaque version, chacune de ces versions. Mais, en supprimant les morceaux privateurs, nous perdons la fonctionnalité de ces morceaux. C'est-à-dire, nous pouvons faire une version éthique, mais remplacer ces morceaux par du logiciel libre serait un grand travail. Comment éviter ces pertes de liberté? Seulement en éduquant une plus grande fraction de notre communauté à valoriser la liberté. Celui qui ne valorise pas la liberté est toujours prêt à la perdre. Il aura beaucoup d'opportunités de la perdre dans la vie. Quelqu'un offrira un programme très attractif, très commode, et le prix est quelque argent et quelque liberté. Celui qui valorise la liberté dit non. Celui qui ne la valorise pas est prêt à dire oui. C'est pour ça que je mets dans mon travail personnel l'emphase sur diffuser ces idées. C'est pour ça que je fais cette conférence et beaucoup d'autres conférences. C'est pour que les utilisateurs du logiciel libre connaissent l'idée de liberté, pour pouvoir défendre la liberté, parce que la liberté est souvent menacée, et surtout aujourd'hui, quand les États ont décidé de tuer l'Internet. Sarkozy veut civiliser l'Internet avec de la civilisation chinoise. Maintenant, je vais expliquer pourquoi les agences publiques doivent utiliser uniquement de logiciels libres. Parce que une entité de l'État n'existe pas pour soi. Il existe pour les citoyens. Donc, il a la responsabilité de maintenir toujours le contrôle de son informatique pour assurer que ce soit bien fait pour les citoyens, pour le peuple. Mais l'utilisation d'un programme privateur et d'abandonner le contrôle de son informatique aux mains privées du développeur. Il ne faut jamais le faire. L'utilisation d'un programme privateur dans une agence publique est un problème et un défaut de responsabilité de cette agence. Les agences doivent migrer totalement au logiciel libre, coûte que coûte. Mais il y a aussi une raison plus grande. Si vous partez maintenant, vous perdez la portion la plus rigolo.
l'État a une mission, c'est-à-dire d'organiser la société pour le bien-être et liberté des habitants. Et dans l'informatique, c'est-à-dire diriger la société entière vers le logiciel libre. Si les agences publiques utilisent le logiciel libre, ils auront besoin d'acheter du support. Donc, plusieurs créeront des entreprises de support pour le logiciel libre. Et les entreprises et les organisations privées, quand elles veulent migrer au logiciel libre, auront ou acheter du support. Mais surtout, les écoles, toutes les écoles de tout niveau et toutes les activités éducatives doivent enseigner uniquement de logiciels libres. Il y a 4 raisons. La plus superficielle est pour économiser. Le logiciel libre n'est pas forcément gratuit. On peut vendre des copies se vendent, mais il offre l'opportunité d'économiser, parce que si le système éducatif possède une copie d'un programme libre, il peut en faire beaucoup de copies et en donner une à chaque école. Et l'école, par sa liberté numéro 2, et l'école, par sa liberté 0, peut utiliser ce programme dans tous les ordinateurs de l'école. Et étant libres de le faire, ils ne sont pas obligés de payer n'importe qui pour l'autorisation de le faire. Donc, tous peuvent le faire, et comme ça, ils peuvent économiser. Mais c'est un but secondaire. Il faut faire attention à ne jamais présenter cette raison comme la raison principale ou la raison qui réellement doit convaincre. Il faut éviter cette erreur, parce que c'est-à-dire que l'argent est plus important que la liberté. Et il y a des développeurs du privateur qui ont l'habitude d'éliminer cette raison en donnant des copies gratuites ou presque gratuites de ces programmes pas libres aux écoles, pour que les écoles enseignent leur utilisation aux élèves, pour que les élèves deviennent dépendants aux produits. Et puis, après sa graduation, il travaille pour des entreprises, et le développeur n'offre pas des copies gratuites aux entreprises. Donc, la première dose est gratuite. C'est comme donner de la drogue gratuite, de la drogue addictive gratuite aux écoles pour rendre dépendants leurs élèves. L'école ne le ferait pas. L'école dirait, nous ne devons pas rendre dépendants nos élèves. Et ce principe doit s'appliquer également à l'informatique. L'école a une mission sociale de graduer des bons citoyens d'une société capable, forte, indépendante, solidaire et libre. Dans l'informatique, c'est-à-dire de former des bons utilisateurs du logiciel libre. Et pas jamais enseigner un programme privateur. Mais, autre raison est pour l'éducation des programmeurs. Pas tout le monde veut programmer, mais quelques-uns veulent programmer, et l'école doit leur offrir l'opportunité de maîtriser leur champ. Et comment est-ce qu'on apprend à écrire bien le code? Par lire beaucoup de code et écrire beaucoup de code. Seulement le logiciel libre offre l'opportunité de lire beaucoup de code des grands programmes
que nous utilisons réellement. Et puis, il faut écrire beaucoup de code. C'est-à-dire écrire des codes pour des grands programmes. Mais pour écrire bien le code des grands programmes, il faut commencer par le petit. Mais qu'est-ce que ça veut dire le petit en ce contexte? Pas les petits programmes. Les défis du code des grands programmes ne se présentent pas dans les petits programmes. Le commencement en ce cas est écrire des petits changements dans des grands programmes. Uniquement le logiciel libre offre l'opportunité d'écrire des petits changements et puis des grands changements dans des grands programmes qui s'utilisent réellement. N'importe quelle école peut offrir l'opportunité de maîtriser la programmation, mais uniquement si elle est une école de logiciel libre. Mais la quatrième raison est la plus profonde. C'est pour l'éducation morale en la citoyenneté. Parce que l'école doit enseigner pas seulement des faits et des capacités, mais surtout l'esprit de bonne volonté, l'habitude d'aider les autres. Par conséquent, chaque classe doit avoir cette règle-ci. Les élèves, si tu apportes un programme à la classe, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois partager des copies avec tous les autres, y compris le code source du programme. Le cas échéant que quelqu'un veut apprendre. Parce que cette classe est un lieu pour partager les connaissances. Mais l'école doit donner le bon exemple en suivant sa propre règle. L'école doit apporter uniquement de logiciels libres à la classe et partager les copies avec tous les élèves. Si tu as une relation avec une école, si tu es étudiant, professeur, employé ou parent d'un élève, c'est de ta responsabilité de militer pour la migration de cette école au logiciel libre dans une période d'années, pas une période de siècles. Ça ne suffit pas. Mais une période de plusieurs années suffit. Je ne propose pas de migrer dans une semaine. Mais il faut toujours militer, il faut rejeter comme illégitime n'importe quel obstacle. Il faut toujours présenter la question en termes éthiques et toujours chercher d'allier entre les autres avec une relation à l'école, les élèves, les professeurs, les employés, les parents. Maintenant, je veux présenter mon autre identité. Mais deux petits problèmes qu'il faut mentionner. Beaucoup de sites web essaient d'installer des programmes privateurs dans ton navigateur. Ces programmes sont écrits en JavaScript et contenus dans les pages. Et ils s'installent silencieusement, sans t'informer que tu es en train d'exécuter un programme privateur. Pour l'éviter, à ce moment, la seule manière est de désactiver JavaScript. Il y a des sites qui ne fonctionnent pas, mais j'ai choisi d'accepter de ne pas pouvoir utiliser ces sites plutôt que perdre la possibilité, plutôt qu'utiliser des programmes privateurs. Par exemple, j'ai vu que le site de l'SNCF pour regarder les horaires du train ne fonctionne pas. Il faut organiser une campagne de pression à l'SNCF de changer ce site, de rendre possible. Oui, mais j'ai commencé tard.
Aussi, il y a logiciel comme service. C'est-à-dire, en lieu de faire ton informatique dans ta machine avec ta copie d'un programme, qui devrait être un programme libre, avec tes données, tu dois envoyer les données au serveur d'autres pour que d'autres logiciels que tu ne peux pas voir ni toucher fassent ton informatique et t'envoient les résultats. Comme ça, tu perds le contrôle de ton informatique. Il faut ne pas le faire. Je suis le saint Ignatius de l'église d'Emacs. Je bénis ton ordinateur, mon fils. Emacs était à l'origine un programme éditeur de texte extensible qui est devenu une manière de vivre pour beaucoup d'utilisateurs parce qu'il avait été étendu jusqu'à pouvoir faire tout son informatique sans sortir jamais d'Emacs. Et puis, il est devenu une église avec le lancement du groupe de notices alt.religion.emacs. Aujourd'hui, dans l'église d'Emacs, nous n'avons pas de service, seulement de logiciel. Nous avons une dispute, un grand schisme entre plusieurs versions rivales d'Emacs. Et nous avons aussi des saints, mais pas de Dieu. En lieu des dieux, nous adorons le seul vrai éditeur, Emacs. Pour te rendre membre de l'église d'Emacs, tu dois prononcer la confession de la foi. Tu dois dire, il n'y a pas de système que GNU et Linux est un de ses noyaux. Puis, si tu deviens très expert, tu peux le célébrer avec notre cérémonie, le Fou Bar Mitzvah, dans laquelle tu chantes des lignes de nos textes sacrés, c'est-à-dire le code source du système. Parce que tout le monde peut lire nos textes sacrés. Nous avons éliminé, comment dit-on, priesthood? Mais en anglais, il se dit priesthood of technology. Bon, tu comprends. Aussi, nous avons le culte de la Vierge d'Emacs. Ça veut dire n'importe qui n'a jamais utilisé Emacs. Et selon l'église d'Emacs, lui offrir l'opportunité de perdre la virginité d'Emacs et un acte béni. Nous avons aussi le pèlerinage d'Emacs. Il s'agit d'invoquer toutes les commandes d'Emacs en ordre alphabétique. Notre église a des avantages comparés avec d'autres églises que je ne vais pas mentionner aujourd'hui. Par exemple, être saint dans l'église d'Emacs n'exige pas le célibat. Mais il exige de vivre une vie pure et éthique. Il faut faire l'exercice des systèmes
diaboliques privateurs qui ont possédé des ordinateurs sous ton contrôle ou préparés pour ton utilisation régulière, et installer un système complètement sain et libre, en anglais a wholly free system, et installer et utiliser uniquement de logiciels libres serait avec le système. Si tu fais ce vœu et si tu le suis, tu seras aussi sain et tu auras le droit de porter l'auréole. Si tu en trouves une parce qu'ils ne les fabriquent plus. Des fois, les gens me demandent si, selon l'église d'Emacs, l'utilisation de l'autre éditeur VI est un péché. C'est vrai que VI est l'éditeur de la bête, mais l'utilisation d'une version libre, d'une implémentation libre de VI n'est pas un péché, mais plutôt une pénitence. Et Monoreal n'est pas un disque dur d'ordinateur, mais elle était un disque dur dans une vie antérieure. Donc, merci beaucoup. Aux enchères. Je vais vendre aux enchères ce GNU adorable au bénéfice de la Fondation de logiciels libres. Et nous pouvons accepter le paiement en liquide ou par une carte de crédit. Si tu achètes ce GNU, je peux signer la carte. Et si tu as un manchot, tu as besoin d'un GNU parce que, comme nous savons, le manchot est presque incapable de fonctionner sans GNU. J'avais oublié d'expliquer pourquoi j'ai souvent horriblement chaud dans les événements de logiciels libres. Parce que les gens pensent que le système GNU soit Linux. Et le symbole de Linux est un manchot. Donc ils mettent des grands manchots comme symbole de ce qui est vraiment le système GNU. Et quand je vois ces horribles manchots, j'ai horriblement chaud. Mais maintenant, je commence l'enchère. Quand tu enchéris, près de lever la main, d'agiter la main et crier le prix. Je commence avec 20 euros. Est-ce que j'ai 20 euros? J'ai 20 comme... Quoi? Non, 25 ou plus. Est-ce que j'ai 25 ou plus? J'ai 25. Est-ce que j'ai 30? J'ai 30. 40. J'ai 40. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Combien? 45. J'ai 45. J'ai 50. Est-ce que j'ai 55? 60. Est-ce que j'ai 65? J'ai 65. Est-ce que j'ai 70? Est-ce que j'ai 75? 75, quelqu'un? Quelqu'un veut lui faire payer plus? Est-ce que j'ai 75? Et 80, j'ai 80. J'ai 90. Est-ce que j'ai 100? Est-ce que j'ai 100? J'ai 90. Est-ce que j'ai 100? Est-ce que j'ai 100? Combien? J'ai 100. J'ai 100 euros. Est-ce que j'ai 110?
J'ai 100 euros. Est-ce que j'ai 110? J'ai 110. Est-ce que j'ai 120? J'ai 110 euros. Est-ce que j'ai 120? Est-ce que j'ai 120 euros? Est-ce que j'ai 120 euros? 120 euros quelque... Quoi? Donc, est-ce que vous en cherchez? Non. Je ne comprends pas. Est-ce que vous offrez quelque chose? Quoi? J'ai 120. J'ai 120. Est-ce que j'ai 130? Est-ce que j'ai 130? J'ai 120. Est-ce que j'ai 130? J'ai 120. Est-ce que j'ai 130? 130 euros pour ce gnou adorable. Pour l'FSF, pour des... Combien? Quoi? J'ai 130? Est-ce que vous dites 130? J'ai 130. Est-ce que j'ai 140? Est-ce que j'ai 140? 140? Ah, d'accord, je l'accepte. J'ai 140. Est-ce que j'ai 150? J'ai 140. J'ai 140. D'autres offres? Combien? J'ai 150. Est-ce que j'ai 160? J'ai 150. Est-ce que j'ai 160? 160 quelqu'un? Dernière opportunité d'offrir 160. 160. 1, 2, 3, vendu. Oh, c'est trop tard, c'est trop tard. J'ai dit vendu, c'est trop tard. C'est vendu pour 150. C'était trop tard. Donc, au stand d'FSF Europe, il y a des autocollants et aussi des petites marchandises à vendre pour appuyer le mouvement. Bon, merci Richard.